ABK Radio, l'interview. Christophe Bobiokono, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous accueillons sur ABK Matin, vous qui êtes le directeur de publication de l'hebdomadaire Kalara, spécialisé dans le traitement des affaires juridico-judiciaires. Tout de suite, parlons de l'affaire Martinez-Zogo et du journal Kalara qui, à sa grande une, nous révèle qu'une enquête internationale a été entreprise par un prétendu réseau de journalistes d'investigation africains qui pense que Jean-Pierre Amogo Belinga a été piégé dans cette affaire parce qu'il aspirait à devenir président de la République, en fait à se présenter à l'élection présidentielle de 2025. L'hebdomadaire Kalara a réalisé une contre-enquête pour démonter cette version. Christophe Bobiokono. Oui, disons que le mot prétendu réseau est de vous. Le réseau existe bel et bien. Ce qui est en cause, ce n'est pas le réseau, mais c'est, comment je pourrais dire, les écrits ou, disons, les articles publiés par certains partenaires de ce réseau-là qui prétend justement, et j'espère que vous le découvrez comme moi, que M. Amogo Belinga avait des ambitions présidentielles. Tout à fait. Et qu'il comptait succéder au président Biya en 2025 et que c'est la raison pour laquelle des proches collaborateurs du chef de l'État l'ont piégé. Et donc, son implication, pour l'instant, alléguée dans l'affaire Martinez-Zogo ne serait donc une conséquence de ce piège qui lui aurait été tendu. Voilà ce que ces confrères-là ont découvert, en tout cas, ont allégué dans des articles qui ont paru d'abord publiés par le journal italien en ligne Irpi Media, dont comment je peux dire ça, dont le journaliste avait pris quand même le soin d'essayer d'enquêter sur la question, en s'appuyant sur, comment je peux dire ça, des données collectées au Cameroun par une délégation de ce réseau-là. Ça s'appelle un réseau d'Africains, d'éditeurs et de journalistes d'investigation africains, en abrégé NAIRE, N-A-I-R-E en anglais. Donc ils avaient séjourné au Cameroun. Je reconnais personnellement les avoir rencontrés, mais j'ai été en tant que journaliste, en tout cas, Kalara a été en tant que média qui a suivi étroitement et parfois de manière solitaire l'affaire entre M. Amogo Belinga et les inspecteurs des impôts, était surpris par un certain nombre de déclarations contenues dans les articles publiés par Irpi Media. Je dis bien, c'est un journal italien, en ligne italien, qui a été repris en plusieurs autres langues, dont le français et l'anglais, et qui a inspiré un certain nombre de commentaires au Cameroun, notamment sur Equinox TV au cours de l'émission Droit de réponse. Alors, qu'est-ce qui est véritablement surprenant par rapport au contenu de l'article de ce journaliste de Irpi Media? C'est le fait de faire passer une correspondance interne à la Direction générale des impôts qui date du 5 juillet 2021. Monsieur Mopa Fatouin Modeste, qui était directeur général des impôts à l'époque, relançait par cette correspondance-là le directeur des enquêtes, le chef de la division des enquêtes de la Direction générale des impôts, pour lui demander de programmer les contrôles, de faire programmer donc les contrôles fiscaux qui étaient destinés à élucider un certain nombre de, de dénonciations de la NIF concernant des transactions financières jugées douteuses, identifiées par la NIF. Et donc, en réponse à cette dénonciation de la NIF, le directeur général des impôts avait demandé donc que soient programmés les contrôles fiscaux auprès de certains contribuables, dont les entreprises et les personnes. Et le 5 juillet 2021, il a envoyé une lettre de relance au chef de la division, donc à son collaborateur, pour lui demander de passer véritablement à l'acte. Pour le journaliste pour les membres du réseau des journalistes africains d'investigation, cette correspondance-là traduit des blocages que M. Modeste Mopa Fatouin aurait rencontré pour faire les contrôles fiscaux, et ce qui montrerait pour eux que la liste de 67 transactions à problème pour lesquelles la Direction générale des impôts avait décidé d'enquêter, liste de 67 transactions mises au point par, qui faisaient partie des dénonciations
de l'ANIF, que pour eux, l'administration fiscale n'a jamais rien fait par rapport à ça. Et d'ailleurs, ce journal-là trouve tout à fait curieux que M. Mopa ait été mis à la disposition du Fonds monétaire international par le président de la République au lendemain de la découverte du corps de Martinez-Zogo. Et ce journal-là trouve donc des liens assez extraordinaires entre tous ces éléments-là. Il n'en est rien sur la base, j'allais dire, des informations collectées, d'une importante documentation collectée par le journal Kalara au cours du procès déclenché en avril 2022 par M. Amougou Belinga contre des cadres de l'administration fiscale. À cette occasion, plusieurs documents avaient été mis en circulation. Kalara en avait obtenu copie. Et cette documentation expliquée, parce que nous avons aussi suivi presque toutes les audiences de ce procès-là jusqu'à la décision finale qui a été rendue. Et tout ça, cette masse d'informations ne permet pas d'accréditer, j'allais dire, des allégations des confrères regroupés au sein du NAIR dans la fameuse enquête. Et finalement, on se rend compte que cette enquête-là semble faire plutôt les affaires de monsieur Amougou Belinga, alors que j'allais dire, l'objectif noble de cette enquête-là, c'était de faire en sorte que, c'est ce que ses confrères m'avaient notamment expliqué à moi lorsqu'ils m'ont rencontré, et j'ai échangé avec eux, j'ai mis quelques documents à leur disposition. Ils disaient qu'il était important que cette coalition-là de journalistes d'investigation se mette en branle pour reprendre le flambeau du combat de M. Martinez-Zogo afin de faire reculer l'impunité, parce que pour eux, en faisant des enquêtes sur les dossiers sur lesquels travaillait Martinez-Zogo, en les rendant publics, avec en plus une audience internationale, voilà, cela allait montrer que la mort de Martinez-Zogo est vaine, voilà. Mais je pense qu'à la fin, le premier jet, ce que Irpi Media a sorti et qui a été repris par un certain nombre de journaux africains en anglais, en français et notamment au Cameroun, que tout cela, donc, finalement, fait plutôt l'affaire de ceux qui auraient probablement intérêt à ce que Martinez-Zogo limite. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un coup d'épée dans l'eau, voilà. C'est le but de la contre-enquête que nous avons menée, c'était de le démontrer sur la base des documents et d'autres informations qui sont à notre disposition. Pour rester dans cette affaire d'assassinat de Martinez-Zogo, Léopold Maxime Ekoiko, directeur général de la recherche extérieure, aurait été auditionné le lundi 21 août 2023 après l'audition du jeudi 17 août 2023, ce après 5 mois environ d'incarcération. Certaines informations circulent sur la probable innocence du directeur général de la recherche extérieure et sa prochaine libération. Christophe Yokono, est-ce que vous avez la même grille de lecture en ce qui concerne le cas Maxime Ekoiko? Alors, avant de revenir, de répondre directement à votre question sur le cas Maxime Ekoiko, je voudrais donner un détail que je n'ai pas donné en répondant à la question qui m'a été posée. Ça me fuit un peu. Non, disons que l'enquête de Irpi Media met l'accent sur une entreprise qui s'appelle la Société industrielle de Mbang et sur le ministre des Forêts en disant que cette entreprise aurait reçu, comment je peux dire ça, du Trésor public des subventions de l'ordre de 250 millions d'euros. Et voilà, donc il faudrait savoir que la direction générale avait effectivement fait des contrôles là-bas, contrairement à ce qu'affirme dans cette enquête-là, elle avait fait des contrôles et que l'enquête avait révélé que les montants qui circulaient n'avaient rien à voir avec comment je peux dire ça, les subventions de l'État. Donc c'était important. Donc le ministre des Forêts a été éclaboussé par cette affaire-là, la société. Et il y a des procès qui sont en veilleuse puisque cette entreprise-là a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Maintenant, pour revenir à Maxime Eko, je dois vous dire que Kalara a publié en exclusivité la semaine dernière l'exploitation du rapport de l'enquête préliminaire dressée par la commission mixte gendarmerie-police qui avait été mise sur pied par le président de la République pour mener donc la première partie de l'enquête concernant la disparition atroce de Martinez-Zogo. Kalara a pu enfin
avoir accès à ce document d'importance et à exploiter son contenu. Et ce document-là, justement, semble montrer dans ses conclusions que conclut, ce document-là conclut que M. Eko est étranger à ce qui se passerait par rapport à ce qui se serait passé par rapport à la disparition atroce de Martinez Zogo. De toutes les façons, le DGRE, à l'époque des faits, M. Eko, Léopold Maxime, avait été mis en cause par l'un de ses collaborateurs, le directeur des opérations de la DGRE, à l'époque des faits, le lieutenant-colonel Justin Danoué, et c'est lui qui avait dit avoir rendu compte à M. Eko de l'enlèvement de Martinez Zogo et du traitement qui lui avait été réservé. Donc Maxime Eko a toujours vivement contesté cette déclaration de son collaborateur et avait mis donc en exergue une correspondance du 21 novembre 2021, je crois, si je ne me trompe pas, dans laquelle il mettait la direction des opérations sous, j'allais dire, la tutelle directe du conseiller technique numéro 1 de la DGRE. Et donc, pour lui, il n'y avait plus de contact direct avec le directeur des opérations pour avoir s'être rendu compte que ce dernier s'était rendu coupable de certaines indélicatesses dans le cadre de son travail. Donc, l'enquête policière semble donner raison donc à la position du DGRE et conclut que pour les policiers et les gendarmes qui ont mené l'investigation, Maxime Eko n'a rien fait. Mais est-ce pourtant suffisant pour que on conclut que M. Maxime Eko sera mis en liberté dans les prochains jours? Ce serait difficile, nous n'avons pas tous les éléments, nous ne prétendons pas avoir tous les éléments, même si nous avons un élément important qui le dit et qui a été corroboré par une correspondance des avocats français et belges de l'ancienne DGRE adressée à Reporters sans frontières que vous avez évoqué il y a 2 semaines. Tout à fait. Votre émission il y a 2 semaines. Et tout ça, cette correspondance reprend point par point donc les arguments de Maxime Eko. Mais Maxime Eko a été inculpé, comme vous le savez, début mars. Donc ça fait plus de 6 mois. Début mars, dans le cadre de cette affaire-là, par le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. Ce juge d'instruction avait-il des informations autres que celles collectées par la police et la gendarmerie? Je n'en sais rien. De toutes les manières, dès lors qu'il est inculpé, nous devons être prudents et attendre les conclusions de l'instruction judiciaire. Si la police et la gendarmerie disent qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour inquiéter M. Maxime Eko, il reste maintenant que le juge d'instruction constate et disculpe à son niveau M. Maxime Eko pour que, sur la base des arguments qu'il aura déployés, nous puissions avoir une réponse tranchée par rapport à cette question. Donc, nous avons tout intérêt à attendre, les Camerounais ont intérêt à être patients par rapport à cette affaire-là. Il faut savoir que l'enquête judiciaire dure maximum 18 mois. Nous en sommes à 7 ou 8 mois depuis que les personnes mises en cause ont été inculpées les toutes premières. Donc, il y a encore du temps pour le juge d'instruction de mener son enquête. Intéressons-nous à présent, Christophe Bobiokono, à la petite une de l'hebdomadaire Kalara, dans laquelle nous avons une affaire de déception qui concerne une femme qui veut être dédommagée à la suite d'une rupture de ses fiançailles. Christophe Bobiokono, que prévoit la loi en cas de rupture abusive de fiançailles? Disons que la loi, je crois, le code civil prévoit que chaque fois que quelqu'un dit avoir subi un préjudice du fait de quelqu'un d'autre, il peut se faire réparer ces préjudices-là. Et donc, cette disposition légale du code civil ouvre la porte à toutes sortes de réparations. Dès lors que le préjudice est établi, même si nous sommes dans le cadre d'une relation qui a évolué jusqu'au niveau au stade des fiançailles avec demande de la main de la concernée, voilà. Mais si elle réussit devant le juge à établir qu'elle a subi un préjudice par rapport à cela, le juge peut entrer en condamnation en voie de condamnation contre le fiancé qui aurait rompu les fiançailles et décider du montant de la réparation du préjudice qui est identifié et qui serait dans ce cas-là quantifié, évalué et quantifié avant la prise de décision du jugement. Mais ce que Kalara a surtout
voulu montrer dans cet article, c'est que les engagements amoureux que les uns et les autres peuvent prendre, s'ils entraînent donc des préjudices, peuvent faire l'objet d'une réparation. Et cette procédure en donne le témoignage concret. La dame avait été demandée en mariage par son fiancé qui lui était en France. Une fois rentré en France, celui-ci, la flamme amoureuse de ce dernier semble être retombée. Et la dame, qui, je crois, d'aller vivre déjà avec son fiancé ou après un certain nombre a fait un certain nombre de choses dans le cadre de ce mariage qui s'est noué, se retrouve dans la situation où elle voudrait se faire réparer son tort. Voilà. Le journal est comment je veux dire ça, il est un peu didactique. Il essaie d'informer les Camerounais sur les risques qui pourraient encourir dans les engagements qu'ils peuvent prendre dans la vie de tous les jours. Voilà. Et nous attendons peut-être la conclusion de ce procès qui n'est pas achevé pour savoir si le juge a été convaincu par les arguments de la fiancée déçue et quelle serait la décision qu'il a prise dans ce cas-là pour faire réparer le préjudice qu'elle aurait subi. Pour sortir de notre entretien de ce matin, évoquons l'affaire Amadou Vamulke, incarcéré depuis 2016 et condamné à 12 ans de prison le 20 décembre 2022 pour détournement de fonds publics. Il est au cœur d'un témoignage dans la parution du journal de l'hebdomadaire Kalara de ce 22 août qui nous annonce qu'un comptable de la CRTV saccage l'audit de Bella Belinga. Disons que ce n'est pas à proprement parler une surprise de voir que l'un des mises en cause dans l'affaire, la deuxième affaire, Vamulke devant le tribunal criminel spécial, puisse venir mettre en doute les conclusions de l'audit mené par l'expert comptable Bella Belinga, sur la CRTV, quelque temps après le départ ou le limogeage de M. Vamulke de cette entreprise publique. Parce que plusieurs autres, personnes concernées par ce procès-là l'ont déjà fait. Voilà, il y a un autre expert comptable, un comptable professionnel qui travaille au Canada, qui l'avait fait avec merveille, M. Amadou Vamulke l'a fait aussi. Une ancienne DAF par intérim de la CRTV l'a fait. Et voilà, M. Abel Gara, donc qui bénéficie de son tour de parole devant le tribunal criminel spécial pour se défendre, a donc pour la première fois lundi dernier, exprimé ce qu'il savait dans cette affaire-là. Il l'a fait après avoir produit plus de 400 documents, pièces comptables remises au tribunal pour démontrer que les affirmations de M. Bella Belinga étaient erronées. M. Bella Belinga estimait qu'il y avait des transactions financières qui avaient été fictives et donc suspectait Monsieur Amadou Vamulke et ses collaborateurs d'avoir détourné de l'argent de la CRTV parce que, disait-il, il n'a pas retrouvé dans la comptabilité de la CRTV, dans le cadre de son audit, les pièces comptables en question. Donc, M. Abel Gara a fourni plus de 400 pièces comptables pour contredire cette affirmation-là de M. Bella Belinga. Madame le DAF par intérim, l'une des DAF par intérim qui est aussi inculpée dans cette affaire-là, enfin accusée dans cette affaire-là, l'avait déjà fait pour des accusations qui le concernent. Ça fait trop pour cet expert comptable qui aussi avait créé une dette fictive sur la tête de M. Vamulke d'environ 2 milliards, de plus de 2 milliards 100 millions de francs CFA et son successeur à la CRTV, le cabinet d'école and partners, qui avait identifié ça en mettant en doute cette écriture comptable qui faisait passer M. Vamulke pour un fournisseur de la CRTV. Vous voyez que c'est beaucoup quand même pour un expert comptable. C'est ce qui est étonnant. Voilà, le rapport d'audit de M. Bella Belinga a servi de base à la deuxième procédure contre Vamulke et on voit que chaque fois qu'un mise en cause vient se présenter devant le tribunal, il apporte des éléments parce que précisément le problème qui se posait c'était l'absence supposée des pièces comptables et à chaque fois M. Bella Belinga est contredit. Je dois préciser que Kalara et par ma personne, nous faisons l'objet d'un procès de la part de M. Bella Belinga devant le tribunal de première instance de Douala Bonanjo.
de Douala Bonanjo depuis 2 ans, monsieur Bela Belinga, qui nous poursuit pour diffamation et publication de fausses nouvelles, habite Yaoundé, tout comme nous, mais il a choisi de venir nous poursuivre à Douala, et depuis 2 ans, il ne se présente pas. Et ce qui nous reprochait précisément, c'est d'avoir rendu compte de cette procédure judiciaire où il apparaît que son rapport est à tout le moins léger compte tenu de toute la foultitude de documents qui sortent et des témoignages écrits des experts, d'un expert comptable comme Pekolo, du cabinet Pekolo en Partners. Voilà, il nous poursuit, il n'est jamais venu. Et voilà, nous sommes là à traîner tous les mois à Douala, nous venons à Douala, nous attendons jusqu'à la fin de l'audience et nous repartons. Nous y serons, je crois, la semaine, dans 3 semaines encore. Ça doit être le 14 septembre, voyez-vous. Et c'est très très étonnant. Comment je peux dire ça, des constats faits comme ça, des constats aussi graves ou bien des procédures engagées de manière aussi légère par un expert comptable. Voilà, Christophe Bobiokono, merci une fois de plus de votre disponibilité. Nous vous remercions et nous saluons encore une fois de plus chaleureusement les fidèles auditeurs de ABK Radio, à qui nous disons que le journal est en kiosque, mais s'ils ne peuvent pas le retrouver en kiosque, ils peuvent le retrouver sur www.kalara.hebdo.cm, c'est le site internet de Kalara, où les articles sont consultables pour les abonnés. C'est un journal qui est ouvert aux abonnés, voilà. Donc l'information est disponible et notre journal, c'est comme vous avez dit, le journal c'est l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire. Nous ne faisons que cela. Merci et bonne journée à vous. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.